Que se passe-t-il lorsque les projecteurs brillent trop fort, trop tôt? Dans le vieux Hollywood, les enfants stars n'étaient pas seulement adorés, ils étaient possédés. Derrière leurs sourires éclatants se cachaient des histoires d'épuisement, de manipulation et d'innocence perdue. De Judy Garland à Scotty Beckett, ces jeunes talents ont payé le prix de la célébrité. Restez avec nous alors que nous dévoilons 23 récits déchirants d'enfants stars, exploités par le système des studios. Judy Garland. Avant même d'être adolescente, Frances Gumm a été transformée en Judy Garland, un produit de l'impitoyable usine à rêves de MGM. Elle avait une voix capable de briser des cœurs, mais sa véritable tragédie était la façon dont le studio a brisé son esprit. Signée à seulement 13 ans, on lui a immédiatement dit qu'elle était trop ronde, trop ordinaire, trop petite. MGM l'a mise sous amphétamine pour rester mince et énergique, et sous barbiturique pour dormir, créant une dépendance aux drogues qui l'a entrée toute sa vie. Dans les coulisses du Magicien d'Oz, Judy était une enfant poussée comme du bétail. Ses repas étaient surveillés, ses corsets serrés, et ses sourires répétés. Les dirigeants lui disaient qu'elle appartenait au public, pas à elle-même. Elle travaillait des heures interminables sans place pour l'innocence ou la rébellion. En grandissant, le studio resserrait son emprise. Forcée dans des relations promotionnelles sans amour et privée de contrôle sur son image, la vie de Judy a sombré sous la pression. À l'âge adulte, ses finances étaient en ruine, sa santé mentale se dégradait, et le monde exigeait encore plus de sourires. Sa voix était immortelle, mais son histoire était celle d'une lente disparition. Elle est devenue une icône, mais à un prix qu'aucun enfant ne devrait jamais être forcé de payer. Judy Garland n'a pas seulement été exploitée, elle a été consumée. Jackie Coogan. Il fut la première véritable star enfant d'Amérique, gagnant des millions à l'époque du cinéma muet, sous l'aile de Charlie Chaplin. Jackie Coogan avait tout, la célébrité, l'adoration, et un visage qui illuminait chaque affiche. Mais en coulisses, le garçon qui apportait de la joie à des millions de personnes était dépouillé par ceux-là même qui étaient censés le protéger, sa propre mère et son beau-père. Après la mort de son père, les gains de Jackie, apparemment plus de 4 millions de dollars, ont été dilapidés en manoirs, voitures et luxe dont il n'a jamais pu profiter. Lorsqu'il a eu 21 ans et a demandé son argent, sa mère a froidement déclaré « Aucune promesse n'a jamais été faite de donner quoi que ce soit à Jackie ». Ruiné et trahi, Coogan a intenté un procès, et le scandale a choqué la nation. Les retombées ont conduit à la loi Coogan, conçue pour protéger les revenus des jeunes acteurs à l'avenir. Mais pour Jackie, c'était trop tard. Il a dû reconstruire sa carrière à partir de zéro, trouvant finalement un succès modeste en tant qu'oncle Fester dans la famille Adams. Mais les cicatrices étaient profondes. Son enfance avait été vendue au plus offrant, et tout ce qu'il a obtenu en retour était une leçon de trahison au tribunal. Jackie Coogan était l'avertissement, la preuve qu'à Hollywood, même l'innocence pouvait être monétisée et que l'amour pouvait être conditionnel au chèque de paie. Shirley Temple. Elle était l'enfant la plus célèbre du monde. Une poupée vivante avec des boucles dorées et des fossettes qui pouvaient faire fondre le cœur le plus glacé. Mais derrière le sourire magique de Shirley Temple se cachait une vie façonnée par un contrôle incessant, l'épuisement et une exploitation subtile. À seulement 3 ans, elle dansait devant les caméras, et à 6 ans, elle était la plus grande source de revenus de 20th Century Fox pendant la Grande Dépression. Son enfance était une production étroitement gérée. Les dirigeants du studio dictaient, faisaient tout, de ses boucles à ses partenaires de scène. Ses journées étaient passées à filmer, jouer et sourire sur commande, avec peu de temps pour l'école ou le repos. Toute tentative de rébellion était écrasée. Elle appartenait désormais au public. Hors caméra, l'exploitation ne s'arrêtait pas. Elle a révélé plus tard des rencontres troublantes en coulisses, y compris des avances inappropriées de la part d'hommes adultes en position de pouvoir. Sa mère, sa plus proche tutrice, était aussi sa manager officieuse, prise entre la protection de son enfant et celle de la poule aux œufs d'or du studio. Bien qu'elle ait finalement quitté le métier d'actrice et construit une carrière respectable dans la diplomatie, Shirley a admis plus tard qu'elle n'avait jamais eu une véritable enfance. Le monde l'aimait, mais personne ne s'est arrêté pour demander ce dont elle avait besoin. Shirley Temple n'était pas seulement la chérie de l'Amérique. Elle était la plus précieuse des marchandises de l'Amérique. Et comme toutes les marchandises, elle a été utilisée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus rentable.
Mickey Rooney. Peu d'acteurs ont incarné la longévité du vieux Hollywood comme Mickey Rooney. Mais son histoire n'était pas seulement une question de survie. C'était une exploitation précoce, déguisée en opportunité. Né Joseph Yule Jr., il fut propulsé dans le vaudeville par ses parents avant même de savoir marcher. À l'âge de 6 ans, il était déjà sous contrat avec un studio. Rooney devint le chouchou de MGM grâce à la série Andy Hardy, une franchise qui vendait l'illusion d'une Amérique proprette. En coulisses, cependant, le garçon travaillant sans relâche était aussi la marionnette de MGM. Les dirigeants de studio contrôlaient ses relations publiques, orchestrant des rendez-vous avec des partenaires de tournage pour les gros titres, même s'ils dégringolaient en privé. Rooney avait peu de temps pour se reposer, étudier ou simplement être un adolescent. Sa journée de travail dépassait souvent 12 heures, le laissant émotionnellement épuisé et mal préparé pour la vie adulte. MGM lui a donné la célébrité, mais peu de conseils financiers. Adulte, il a fait face à des faillites, des mariages brisés et de profonds regrets. Plus tard dans sa vie, Rooney a parlé de l'exploitation qu'il a subie, allant même jusqu'à témoigner devant le Congrès au sujet des abus envers les personnes âgées lorsqu'il a de nouveau été exploité, cette fois par sa propre famille. Son héritage est doux amer. Un homme qui a tout donné à Hollywood pour être finalement broyé et laissé à se battre pour sa dignité. Margaret O'Brien. Margaret O'Brien n'était pas seulement une enfant actrice. Elle était l'arme secrète de MGM pour un impact émotionnel. Sa performance en larmes dans Meet Me in St. Louis a laissé le public. Bébé Peggy. Elle était une sensation du cinéma muet avant même de pouvoir former des phrases complètes. Née Peggy Jean Montgomery. Bébé Peggy est devenue une enfant millionnaire, gagnant jusqu'à 1 500 000 $ par an dans les années 1920. Elle a tourné plus de 150 courts et longs métrages avant l'âge de 7 ans. Mais tandis que les caméras tournaient et que son nom vendait des produits à l'échelle nationale, sa vraie vie était loin d'être enchantée. Derrière son sourire aux fossettes se cachait un surmenage brutal. Elle effectuait des cascades dangereuses sans doublure, ayant failli se noyer une fois lors d'un tournage. Il n'y avait pas de loi sur le travail des enfants pour la protéger, et elle travaillait 6 jours par semaine, souvent dans des conditions éprouvantes. Son père, un ancien cow-boy, gérait sa carrière comme une entreprise, empochant ses gains et ne lui donnant rien. À l'âge de 8 ans, sa carrière était terminée. Mise sur liste noire après que son père ait exigé plus de contrôle créatif, la fortune qu'elle avait gagnée avait été dilapidée. Elle n'a jamais vu un sou. Adulte, elle s'est reconstruite sous son nom de naissance, devenant une auteure et historienne respectée. Mais le traumatisme de perdre à la fois son enfance et sa fortune, jamais disparu. Dans ses mémoires, elle a dit « J'ai cessé d'être une enfant quand j'avais 18 mois. » L'histoire de Baby Peggy n'est pas seulement celle d'une célébrité précoce. C'est celle d'une souffrance silencieuse. Natalie Wood. Pour le monde, Natalie Wood était la fille d'à côté avec l'éclat d'une star, la chérie de Miracle sur la 34e rue. Plus tard, la sensuelle Maria dans West Side Story. Mais derrière ce charme prêt pour la caméra se cachait une vie méticuleusement orchestrée par les studios et une mère de scène autoritaire qui l'a poussée dès son plus jeune âge dans des rôles bien au-delà de son âge. À l'âge de 5 ans, Natalie jouait dans des films importants. Sa mère, Maria, l'incitait apparemment à pleurer sur commande en lui chuchotant des choses troublantes comme « Ton chien est mort », juste avant une prise. Paramount et Warner Brothers voyaient de l'or dans son apparence innocente et la pressaient d'un rôle émotionnellement épuisant à l'autre, sans beaucoup se soucier de son bien-être. Alors qu'elle entrait dans l'adolescence, les rôles devenaient plus sombres, plus sexualisés. La fureur de vivre, la fièvre dans le sang, avec peu de répit pour une véritable croissance personnelle. Elle était manipulée dans des arrangements de romances médiatiques et souffrait en coulisses de tourments émotionnels et de rumeurs de mauvais traitements sur le plateau. Même ses mariages ultérieurs et sa mort tragique portaient l'ombre d'une femme qui n'a jamais vraiment contrôlé son image. Natalie Wood ne se contentait pas de jouer à l'écran. Elle jouait aussi en dehors, dans un monde qui vendait son image et taisait sa vérité. Elizabeth Taylor a grandi devant la caméra, mais son enfance a été volée dans le processus. Linda Darnell. Linda Darnell n'était pas une enfant quand elle est entrée à Hollywood, mais elle en était proche. À 14 ans, elle a menti et dit qu'elle en avait 16, juste pour obtenir un contrat.
Les studios ne posaient pas trop de questions. Ils ne voyaient qu'un visage à couper le souffle et des signes de dollars. Ce qui a suivi était un processus de préparation soigneusement contrôlé, qui l'a transformée en une sirène sensuelle de l'écran, bien avant qu'elle ne comprenne pleinement ce que cela signifiait. La 20th Century Fox l'a forcée à jouer des rôles romantiques face à des hommes 2 fois plus âgés qu'elle, alors qu'elle était encore adolescente. On l'a découragée de fréquenter ses pairs ou d'exprimer des opinions qui pourraient ternir son mystère. Les dirigeants du studio surveillaient son poids, son apparence et même ses relations personnelles, allant jusqu'à rompre de véritables romances si elle ne convenait pas à son image publique. Hors écran, elle a fait face à un harcèlement sexuel persistant de la part des puissants de l'industrie. À 17 ans, elle a été contrainte de se marier avec son manager beaucoup plus âgé, qui exerçait un contrôle total sur sa carrière. Le traumatisme de grandir en tant que marchandise l'a laissée émotionnellement brisée. Bien qu'elle ait lutté pour son indépendance et livré des performances acclamées par la critique, la manipulation précoce de Darnell ne l'a jamais vraiment quittée. Sa mort tragique dans un incendie à l'âge de 41 ans a ajouté une note finale hantée à une vie vécue pour les autres. Hollywood l'a créée, mais l'a aussi consumée. Deanna Durbin. Deanna Durbin était le ticket en or d'Universal pendant la dépression. Une fille avec une voix de soprano pure et un optimisme contagieux. À l'âge de 14 ans, elle a sauvé le studio de la faillite avec une série de succès musicaux. Mais le succès a eu un prix élevé. Sa vie est devenue une chaîne de production rigoureusement planifiée, de répétitions, d'interviews et de performances. Universal l'a présentée comme l'antidote sain aux angoisses sociales croissantes. Elle n'a jamais été autorisée à vieillir naturellement à l'écran. En mûrissant, elle a supplié pour des rôles sérieux et adultes, mais le studio a insisté pour qu'elle reste éternellement âgée de 16 ans. Était forcée dans des rôles avec une innocence recyclée et des sourires écarquillés, même lorsqu'elle a eu 20 ans. Frustrée et artistiquement étouffée, Durbin a finalement quitté Hollywood complètement. Elle a déménagé en France, a refusé les interviews et n'a plus jamais joué. Son silence est devenu une déclaration, une rébellion silencieuse contre un système qui profitait de sa jeunesse, mais refusait de respecter son âge adulte. Deanna Durbin était la preuve que parfois, l'exploitation la plus dévastatrice n'est pas bruyante. C'est le refus silencieux et inflexible de laisser un enfant devenir une personne. Bonita Granville. Elle était Nancy Drew, avant que les détectives ne soient à la mode. Une fille intelligente et déterminée, résolvant des mystères sur grand écran. Bonita Granville a captivé le public avec son esprit vif et son charme, mais derrière sa personnalité pétillante se cachait une adolescente piégée dans une cage dorée. Signée à 9 ans et nommée aux Oscars à seulement 14 ans, Bonita était la fille incontournable d'Hollywood pour les rôles de dur à cuire à la fin des années 1930. Ce que le public ne voyait pas, c'était l'immense pression derrière ses performances soignées. Les studios la présentaient comme un enfant prodige, en pleine maturation, la poussant dans une rotation sans fin de rôle, sans qu'elle ait son mot à dire. Ses parents, voyant la célébrité comme un raccourci vers le succès, n'intervenaient guère. On s'attendait à ce qu'elle travaille comme un adulte, agisse comme un enfant, et ne remette jamais en question le scénario. Au moment où elle atteignit l'âge adulte, sa célébrité commença à s'estomper. Le typecasting avait enfermé sa carrière, et elle se retrouva rejetée par un système qui avait épuisé sa jeunesse. Bien qu'elle ait plus tard trouvé une stabilité en tant que productrice et philanthrope, Granville parlait rarement du prix que la célébrité précoce avait eu sur son identité. Bonita Granville n'incarnait pas seulement une fille qui résolvait des mystères, elle vivait à l'intérieur d'un. Comment quelqu'un d'aussi célébré pouvait-il se sentir si impuissant en coulisses? Freddie Bartholomew. Lorsque Freddie Bartholomew, né en Grande-Bretagne, est arrivé à Hollywood dans les années 1930, il est devenu une sensation du jour au lendemain, avec des films comme David Copperfield et Little Lord Fauntleroy. Les studios adoraient son charme aristocratique et sa diction raffinée, mais hors écran, sa vie était un drame à la Dickens, marqué par des batailles pour la garde, la cupidité financière et l'épuisement. Sa tante l'avait élevé en Angleterre et l'avait amené en Amérique pour la célébrité. Mais une fois le succès arrivé, ses parents séparés sont revenus. Ils ne voulaient pas de réconciliation. Ils voulaient une part de ses gains. Ce qui a suivi fut une bataille juridique brutale qui laissa Freddie émotionnellement déchiré et financièrement épuisé. À seulement 12 ans, il dut témoigner au tribunal sur qui se souciait vraiment de lui.
Pendant ce temps, MGM continuait à exploiter son image innocente, le poussant de rôle en rôle, sans répit. En vieillissant, il a eu du mal à passer à des rôles d'adulte, et sa carrière a rapidement décliné. Sa renommée autrefois éclatante s'est évaporée presque du jour au lendemain. Plus tard, Freddy s'est réinventé dans la production télévisuelle, loin des projecteurs. Mais la trahison précoce de sa propre famille et les attentes étouffantes d'un système de studio qui le voyait comme une curiosité britannique ont laissé des cicatrices permanentes. La vie de Freddie Bartholomew reflétait les personnages orphelins qu'il jouait, utilisés, abandonnés et forcés de grandir bien trop tôt. Jane Withers. Présentée comme l'anti-Shirley Temple, Jane Withers a fait irruption sur la scène en tant qu'enfant espiègle et malicieuse, contrepoint à l'innocence de Temple. Les studios l'ont commercialisée comme la fille américaine plus réaliste, drôle, fougueuse et franche. Mais cette personnalité, si aimée à l'écran, était soigneusement façonnée, conçue et gérée en coulisses. Signée à 8 ans, Withers travaillait sans relâche, souvent 6 jours par semaine, avec des exigences rigoureuses imposées à ses performances. Les réalisateurs attendaient une énergie élevée, des prises parfaites et un timing comique impeccable, peu importe à quel point elle se sentait fatiguée ou dépassée. Les dirigeants du studio la pressaient de maintenir une image soigneusement élaborée de malice joyeuse, sans place pour les luttes personnelles. Ses parents, bien que moins contrôlants que d'autres, profitaient tout de même de sa célébrité, la poussant à des promotions et apparitions publiques sans fin. Elle avait peu de temps pour l'école, les amis, ou même le repos. À l'adolescence, l'industrie était passée à autre chose. Jane a dû se réinventer encore et encore, trouvant finalement le succès dans les publicités et le doublage. Mais elle n'a jamais oublié la pression d'être toujours disponible. Jane Withers faisait rire le public, mais derrière le rire se cachait une fille constamment en train de jouer, jamais autorisée à être simplement elle-même. Patty Duke. L'histoire de Patty Duke est l'un des récits les plus sombres de la célébrité enfantine. Choisie pour The Miracle Worker à seulement 12 ans, elle a remporté un Oscar à 16 ans. Mais ce que les caméras ne montraient pas, c'étaient les abus horribles qu'elle subissait de la part de ses tuteurs, John et Ethel Ross. Ils n'étaient pas seulement des managers, ils étaient des manipulateurs qui lui ont volé son identité, son argent et sa santé mentale. Les Ross ont changé son nom, ont pris le contrôle de chaque décision et l'ont terrorisé psychologiquement. Ils l'ont gardé isolé, lui ont donné des pilules pour contrôler ses humeurs et ont organisé des apparitions dans la presse, où elle devait prétendre que tout allait bien. Elle a révélé plus tard dans ses mémoires qu'elle avait été abusée sexuellement, forcée de sourire à travers tout cela. Quand elle a remporté l'Oscar, elle n'a même pas pu en profiter. Son discours de remerciement a été écrit par un autre, et ses émotions étouffées par ceux qui la voyaient comme une source de revenus. Dans The Patty Duke Show, on l'a obligée à jouer 2 personnages, ce qui a encore approfondi sa confusion interne et sa crise d'identité. Plus tard diagnostiquée avec un trouble bipolaire, Duke est devenue une fervente défenseur de la santé mentale, transformant sa douleur en mission. Mais le traumatisme qu'elle a subi en tant qu'enfant star était profond. Patty Duke n'a pas seulement été exploitée, elle a été volée à elle-même. Peggy Ann Garner. Quand Peggy Ann Garner a livré sa performance envoûtante dans A Tree Grows in Brooklyn, le public était captivé. Elle a capturé la douleur, la résilience et l'espoir d'une jeune fille avec une maturité étonnante. Mais cette profondeur émotionnelle a eu un coût, imposé par une mère autoritaire et un système de studio implacable. Dès le début, Peggy était un pion dans le rêve de célébrité de sa mère. Sa mère l'a poussée à jouer la comédie dès son jeune âge et à gérer chaque aspect de sa vie, régime, rôle, même les amitiés. Les journées de Peggy étaient remplies de répétitions et d'apparitions, ses émotions récoltées comme des cultures pour chaque performance. Elle était louée pour ses larmes naturelles, mais ces larmes étaient souvent réelles, alimentées par l'épuisement, la pression et le désir d'une enfance normale. Les dirigeants de Fox l'adoraient, mais ne lui ont jamais permis de vieillir gracieusement aux yeux du public. En entrant dans l'adolescence, les rôles se sont raréfiés et le studio a perdu tout intérêt. Les dernières années de Peggy ont été marquées par des difficultés personnelles et des opportunités en déclin. Elle a joué sporadiquement, mais n'a jamais retrouvé son succès initial. Elle est morte à 52 ans, largement oubliée par l'industrie qui l'avait autrefois célébrée. Peggy Ann Garner était brillante, oui,
mais elle était aussi une enfant obligée de porter le chagrin des adultes pour le profit d'Hollywood. Dean Stockwell. La carrière de Dean Stockwell a commencé à l'âge de 7 ans, lorsque MGM a vu en lui le mélange parfait de vulnérabilité et d'intellect. Avec ses yeux expressifs et son comportement calme, il a rapidement été choisi pour des films comme Anchors Away et The Boy with Green Hair. Mais derrière la façade innocente se cachait un enfant écrasé sous le poids des attentes et de la manipulation émotionnelle. Stockwell a été propulsé dans des rôles complexes, nécessitant une résonance émotionnelle profonde, souvent en incarnant des traumatismes, des pertes ou des luttes philosophiques. Les dirigeants de MGM l'ont poussé à livrer des performances d'un niveau adulte sans reconnaître le prix que cela imposait à son psychisme en développement. Il était séparé de ses pairs, constamment en répétition ou en promotion, et privé d'une véritable enfance. Ses parents, eux-mêmes artistes en herbe, encouragèrent le travail, mais ne pouvaient pas le protéger de l'emprise du studio. Alors qu'il entrait dans l'adolescence, il est devenu de plus en plus rancunier envers l'industrie. La pression de devoir constamment performer, sans possibilité d'échouer ou de grandir, l'a laissé émotionnellement épuisé. Stockwell s'est éloigné du métier d'acteur pendant un certain temps, pour revenir des années plus tard avec une vengeance, se réinventant dans des classiques cultes comme Blue Velvet et Code Quantum. Pourtant, il a admis que les premières années le hantaient. Le talent précoce de Dean Stockwell n'a pas été cultivé. Il a été exploité, et son succès ultérieur est venu non pas grâce au système, mais malgré lui. Virginia Wilder. Virginia Wilder était la comique à la répartie rapide et aux yeux levés au ciel, dont chaque film de la MGM semblait avoir besoin. Dans The Philadelphia Story, elle a presque volé la vedette à Katharine Hepburn. Mais tandis que le public riait, Wilder livrait une bataille perdue d'avance, non pas de talent, mais de timing. Elle a commencé à jouer à seulement 4 ans et est devenue un pilier du studio à l'adolescence. Pourtant, même lorsqu'elle offrait des performances remarquables, le studio lui apportait peu de soutien pour les rôles de transition. Une fois qu'elle a atteint la puberté, son utilité pour MGM s'est presque instantanément tarie. Ses traits mûrs et sa langue acérée ne correspondaient plus au modèle de l'acolyte adorable. Malgré ses efforts pour se réinventer, elle a été discrètement écartée des contrats et oubliée sans fanfare ni adieu. Le Hollywood qui avait autrefois compté sur son sens du timing comique n'avait désormais plus de place pour elle. À seulement 17 ans, Virginia Wilder a pris sa retraite d'actrice et s'est retirée dans la vie privée, ne revenant jamais sous les projecteurs. Elle est décédée jeune d'une maladie cardiaque, son héritage largement éclipsé par des partenaires de scène plus célèbres. L'histoire de Virginia est un rappel amer. Dans le vieux Hollywood, la valeur d'une enfant star expirait souvent dès qu'elle commençait à grandir. Margaret Carey. Vous ne reconnaissez peut-être pas le nom de Margaret Carey, mais vous avez certainement vu ses mouvements. Elle était le modèle de référence en prise de vue réelle pour la fée Clochette dans Peter Pan de Disney, et chaque battement, pirouette et mouvement de hanche qui définit la fée iconique venait d'elle. Mais malgré tout cela, Carey n'a reçu aucun crédit à l'écran et peu de rémunération. Commençant sa carrière dans les années 1930 en tant que danseuse et actrice enfant, Carey était souvent choisie pour des rôles secondaires qui exigeaient de longues heures et peu de reconnaissance. Sa contribution à Peter Pan fut monumentale, passant des mois à mimer des séquences entières sur un plateau vide, tandis que les animateurs traçaient chacun de ses mouvements. Mais comme elle n'a pas prêté sa voix au personnage, ni apparaître à l'écran, Disney la considérait comme non essentielle. Elle a été payée un salaire modeste et renvoyée. Pas de royalty, pas de reconnaissance, pas de place à la table des légendes de l'animation. Comme beaucoup de jeunes talents de son époque, le travail physique de Carey était consommé par un système qui se souciait plus du produit que de la personne derrière. Au fil des années, elle est devenue une figure adorée lors des conventions de fans, recevant enfin une reconnaissance tardive. Mais la réalité persistait. Elle a contribué à donner vie à la magie, et Hollywood n'a même jamais dit « merci ». Daryl Hickman. Daryl Hickman n'était pas juste un figurant. Il était un jeune premier fiable dans les années 1940 et début 50, apparaissant dans des films comme Les raisins de la colère et La comédie humaine. Mais sous sa présence assurée à l'écran, se cachait un enfant acteur se désintégrant silencieusement sous une pression émotionnelle incessante. Hickman a plus tard décrit le système des studios comme « une machine conçue pour briser les enfants ». Il devait exprimer la douleur,
la joie, la perte et l'amour, avant même de comprendre ce que ces sentiments signifiaient. Les réalisateurs utilisaient une manipulation émotionnelle réelle pour déclencher des réactions, et Hickman, désespéré de plaire, leur donnait ce qu'ils voulaient. Il a révélé plus tard à quel point il se sentait aliéné, entouré d'adultes qui le voyaient comme un outil, pas comme un enfant. Malgré un salaire régulier et une reconnaissance publique, il luttait intérieurement avec son identité et sa santé mentale. Lorsqu'il a essayé de passer à des rôles d'adulte, l'industrie est passée à autre chose. À l'âge adulte, Hickman a trouvé la paix dans l'écriture et l'étude spirituelle, mais n'a jamais oublié les dommages subis pendant ses premières années. Il a décrit son enfance comme professionnelle, mais pas personnelle. Daryl Hickman n'a pas seulement été exploité pour son talent. Il a été émotionnellement exploité par un système qui valorisait la performance plutôt que la personne. Anne Shirley. La vie d'Anne Shirley a commencé par un mensonge. Pas le sien, mais un inscrit dans son contrat. Née Dawn Evelyn Paris, elle a été renommée par RKO après avoir joué le rôle principal dans Anne, la maison au pignon vert. Le changement de nom n'était pas optionnel, c'était du branding. À partir de ce moment, son identité personnelle a été remplacée par un personnage fictif. À 16 ans, elle devait soudain vivre comme Anne Shirley, à l'écran et en dehors. Le studio voulait une image saine, donc elle devait jouer des rôles qui correspondaient à leurs fantasmes, même si cela signifiait nier sa propre croissance, sa maturité et ses sentiments. Elle était cantonnée à des rôles d'innocente, docile, fille d'à côté, malgré son désir de complexité. Sa célébrité a grimpé, mais intérieurement, elle luttait. Plus elle restait sous contrat, plus son vrai moi devenait distant. Lors des interviews, on lui disait quoi dire. En public, elle devait sourire sur commande. Sa vraie vie était cachée sous une couche de performance. Anne a finalement quitté le métier d'actrice à seulement 26 ans, choisissant une vie plus tranquille, loin de Hollywood. Mais le résidu d'avoir été renommé, reconditionné et remodelé a laissé une empreinte qui n'a jamais complètement disparu. Anne Shirley n'a pas seulement joué un personnage fictif, elle a été forcée d'en devenir un. Bobs Watson. Bobs Watson était l'enfant de prédilection pour les scènes de mort déchirantes dans le Hollywood des années 1930. Dans des films comme On Borrowed Time et Boys Town, il émouvait le public aux larmes avec sa sincérité et son émotion brute. Mais ce que personne ne réalisait, c'est que ces larmes n'étaient pas toujours de la comédie. Parfois, elles étaient tirées de la peur réelle, du chagrin et de l'épuisement psychologique. Le plus jeune de 9 frères et sœurs dans une famille de comédiens, Bobs a été poussé à jouer par nécessité économique. Sa capacité à pleurer sur commande en a fait un favori des studios, mais a également conduit à une manipulation émotionnelle. Les réalisateurs l'isolaient, l'effrayaient, ou même parlaient de la mort pour déclencher le sanglot parfait. Il ne comprenait pas pourquoi sa tristesse faisait applaudir les gens. Plus tard, il se souvint avoir été confus, voire blessé, par la façon dont sa vulnérabilité était utilisée pour le divertissement. Pendant que les autres enfants faisaient du vélo et jouaient au baseball, Bobs mémorisait des répliques et répétait des scènes de lit de mort à l'hôpital. Après avoir quitté le métier, il a trouvé une voie plus significative en devenant pasteur méthodiste. Pourtant, même en conseillant les autres, le traumatisme d'avoir été le petit pleureur d'Hollywood persistait. Bobs Watson a tout donné à Hollywood, y compris son innocence. Et bien que ses performances aient suscité de l'empathie chez le public, elles ont également révélé jusqu'où les studios iraient pour exploiter l'âme d'un enfant pour obtenir la prise parfaite. Gloria Jean. Gloria Jean était la réponse d'Universal à Deanna Durbin, une soprano aux yeux pétillants avec un sourire aussi grand que sa voix. À seulement 13 ans, elle était en tête d'affiche de comédie musicale et charmant les audiences en temps de guerre. Mais son ascension rapide était davantage alimentée par le désespoir du studio que par l'attention. Universal avait besoin d'une jeune star pour rivaliser avec les autres studios, et Gloria correspondait parfaitement au profil. Elle chantait magnifiquement, dansait avec talent et ne se plaignait jamais, ce qui faisait d'elle un rêve pour les producteurs. Mais derrière son calme, Gloria était dépassée. Son éducation était lacunaire, son emploi du temps épuisant et ses contrats contraignants. Le studio la faisait travailler comme une adulte, mais la protégeait comme un accessoire, offrant rarement du mentorat ou des conseils financiers. Alors que la tendance musicale s'estompa à la fin des années 1940, les rôles de Gloria disparurent aussi. Elle a essayé de se tourner vers le drame, mais on lui a refusé des opportunités sérieuses.
Au début de la vingtaine, sa carrière était essentiellement terminée. Sans économie, soutien ou option de repli, elle a passé des décennies à travailler en dehors de l'industrie, sa célébrité tombant dans l'oubli. Dans des interviews ultérieures, Gloria a conservé sa grâce, mais ses yeux laissaient souvent entrevoir le chagrin d'avoir été abandonnée par la machine qu'elle avait autrefois maintenue en vie. Gloria Jean était une étoile brillante, consumée trop rapidement par le besoin du système des studios de trouver la prochaine grande vedette. Scotty Beckett. Scotty Beckett était autrefois la star angélique de Our Gang. Un petit garçon précoce avec des faussettes et un zézément qui faisait fondre les cœurs. À l'âge de 10 ans, il avait déjà joué aux côtés de Shirley Temple et incarné de jeunes versions de personnages interprétés par Cary Grant. Mais derrière son personnage doux à l'écran se cachait une trajectoire tragique, alimentée par l'exploitation et les dures réalités de la célébrité enfantine à Hollywood. Les parents de Scotty et les responsables du studio le voyaient comme un billet en or, le faisant passer d'un film à l'autre avec à peine une pause. Son succès est venu rapidement et avec force, mais il n'y avait pas de feuille de route pour faire face à une telle célébrité ou savoir quoi faire quand elle s'estompe. En vieillissant, les rôles se sont raréfiés. Il a lutté avec son identité, la dépendance et une série de tentatives de retour ratées. L'industrie qu'il avait autrefois courtisée l'ignorait désormais. À la trentaine, Scotty avait un casier judiciaire, plusieurs séjours en cure de désintoxication et une série de relations brisées. En 1968, à seulement 38 ans, Scotty a été retrouvé mort dans une chambre de motel, overdose suspectée, possible suicide. Le garçon qui faisait autrefois rire l'Amérique est mort seul, oublié et brisé. L'histoire de Scotty Beckett n'est pas seulement tragique. C'est un avertissement sur ce qui se passe lorsqu'un enfant est transformé en produit, puis jeté. Ces enfants stars ont illuminé le grand écran. Mais en coulisses, beaucoup ont été utilisés, brisés et jetés. Leurs histoires nous rappellent que la célébrité a un coût, et que l'innocence est un prix trop élevé. Aimez, commentez, et abonnez-vous pour plus de vérités oubliées d'Hollywood. Gardons leurs histoires vivantes.